tous, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, je regarde avec mes... Oui, c'est bon, super. Ah, bonsoir Cédric, bonsoir Aurélie, Denis, Marilyn, Annie, etc. Bonsoir à tous, c'est super que vous m'entendez bien. Bon, c'est très intéressant les huiles. Je vais vous parler ce soir et je pense que c'est peut-être pour ça que vous êtes très nombreux à venir assister à cette conférence. Et donc, on va parler un petit peu quelques petites minutes avant de commencer. Les huiles, c'est important parce que c'est la première chose que les gens changent quand on leur parle d'alimentation santé. On va parler des fibres, on va parler des légumes, des fruits, etc. Oui, tout ça c'est important, ils en ont conscience, mais quand ils ont compris l'importance des huiles, l'importance de l'équilibre oméga 6, oméga 3, dès le lendemain, ils changent déjà leur huile s'ils faisaient des erreurs. Donc, c'est pour ça que c'est très important, les huiles. Alors, bien sûr, je vais vous parler aussi un petit peu de l'approche biochimique des huiles, mais pas pour barber tout le monde, non, c'est pas ça. L'idée, c'est toujours d'en tirer quelque chose au niveau pratique. Donc, ça sera hyper simple. Il faudra juste un petit peu bien écouter, s'accrocher un peu, mais ce sera très très simple, dit simplement, pour que justement vous puissiez comprendre après toute l'utilisation pratique des huiles, comment on les conserve. Ça va dépendre bien sûr de leur structure biochimique. Donc tout ça c'est important. Donc effectivement, on va parler de tout ça. Avant de commencer, je voulais juste vous poser une petite question. Est-ce que vous savez quelle est l'huile la plus consommée au monde? Je n'ai pas dit en France, j'ai dit au monde. Et je regarde vos petites réponses. Pas l'huile essentielle, hein. Les huiles alimentaires. Non, c'est pas colza, c'est pas olive. Et oui, c'est l'huile de palme. Effectivement, bravo Denis, c'est ça, c'est l'huile de palme. Donc l'huile de palme, c'est l'huile la plus consommée au monde et l'huile en France la plus consommée. Est-ce que vous la connaissez? Allez, je regarde vos réponses. Et non, c'est pas olive. Et oui, Sylvie, c'est tournesol. Effectivement. Tournesol, il représente au niveau de la France 40% des ventes, bien loin devant l'olive et bien loin devant et encore plus loin devant la colza qui est encore derrière. Donc voilà, donc vous voyez, il y a du travail. Il va falloir changer, donner l'information pour que les gens comprennent comment utiliser les huiles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser l'huile de tournesol qui a son intérêt, comme on va le voir, par exemple dans des huiles combinées, ou alors bien sûr en l'harmonisant parfaitement avec les autres huiles. Ça, c'est tout un boulot, tout un art. Alors, je vais télécharger les huiles. Voilà. Et du coup, vous me voyez en tout petit. Alors, par contre, hop, et voilà. Donc là, c'est bon, c'était ma première. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas habitués à voir un petit peu de la biochimie, ne paniquez pas, c'est très facile et ça ne dure pas longtemps. C'est juste un petit peu le départ. Et donc, c'est juste quelques petites diapos pour vous permettre de comprendre leur utilisation pratique. Alors, les huiles, ça va contenir des graisses sous forme de triglycérides. Triglycérides, vous entendez le mot 3 et vous entendrez le mot gly. Donc, en fait, ça veut dire qu'il y a un glycérol et 3 acides gras. Voilà une molécule de triglycérides. Et les graisses, c'est-à-dire les acides gras, vont circuler, vont se présenter comme ça dans l'huile, c'est-à-dire sous forme de triglycérides. D'ailleurs, dans l'alimentation, les graisses sont toujours sous forme de triglycérides. Après, les acides gras vont être différents, on va le voir. C'est-à-dire qu'un acide gras, ça peut être de nature saturée, monoinsaturée, polyinsaturée, on va voir ce que ça veut dire. Et bien sûr, selon le type d'acide gras, eh ben, on va avoir différents types d'huile. C'est-à-dire qu'on va dire, tiens, c'est une huile riche en monoinsaturée, par exemple en oméga 9, donc ça fait une huile riche en oméga 9, une huile riche en oméga 3, une huile riche en oméga 6. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas les autres acides gras.
Voilà ce que c'est qu'un acide gras saturé. Je vais aller un petit peu doucement pour ceux qui ne sont pas habitués à écouter un petit peu de la biochimie. Donc, voilà ce que c'est qu'un acide gras saturé. C'est une grande molécule vous voyez, C, c'est du carbone, qui sont reliées à des molécules d'hydrogène et reliées à une extrémité à une autre partie, COH. Bon, regardez pas ça, regardez simplement les molécules de carbone, les molécules d'hydrogène. On voit que les molécules de carbone sont, vous voyez, à chaque fois, elles ont 4 liaisons, c'est-à-dire qu'elles sont complètes, elles sont complètement utilisées. On dit que la molécule est saturée, rassasiée, etc. Et donc, cette molécule-là, elle est rigide dans l'espace. Et ben, ça correspond par exemple à l'acide palmitique, c'est-à-dire que vous avez dans l'huile de palme. Et donc, c'est pour ça qu'on a des graisses un petit peu rigides. Les acides gras saturés, c'est les acides gras que vous allez trouver par exemple dans le beurre, donc rigide à température ambiante. Vous allez trouver dans la viande, vous voyez, rigide à température ambiante. Après, vous voyez un autre type d'acide gras qui est un acide gras qu'on dit insaturé. Qu'est-ce qui se passe sur la photo? Vous voyez qu'effectivement, apparaît à un moment donné entre deux carbones ce qu'on appelle une double liaison. C'est-à-dire qu'on voit que les carbones, eh ben, ils n'ont plus leurs 4 liaisons, ils ont 2 liaisons et ils ont une double liaison qui les relie entre eux. Pardon. Donc, dès qu'on voit une double liaison sur un acide gras, on dit il est insaturé. Alors bien sûr, sur le schéma, je vous ai fait une molécule linéaire parce que c'est plus facile à faire. Mais dans l'espace, dès qu'il va y avoir une double liaison, la molécule elle va devenir plus souple et elle va prendre une autre configuration. Donc elle sera plus souple et bien sûr plus fragile qu'un acide gras saturé. Alors un exemple d'acide gras monoinsaturé, vous voyez que par exemple, là, vous avez une double liaison sur le carbone numéro 9, parce que la chaîne, elle commence bien avant. Et donc, sur le carbone numéro 9, vous avez la double liaison. Il n'y a qu'une seule double liaison, c'est pour ça qu'on dit mono-insaturé. Et comme elle est sur le carbone 9, on dit c'est un oméga 9. Et donc, l'acide oléique, c'est l'acide prédominant de l'huile d'olive. Donc là, l'apparition de cette double liaison a rendu la molécule un peu plus souple, un peu plus fragile qu'un acide gras saturé. Sur la diapo suivante, vous voyez au niveau de la molécule, au niveau de l'acide gras, vous voyez apparaître 2 doubles liaisons. Donc, dès qu'on a dépassé 1, on va dire polyinsaturé, ça veut dire plusieurs fois des doubles liaisons. La première double liaison est sur le carbone numéro 6 et donc c'est un oméga 6. Voilà pourquoi on les appelle les oméga 6 parce qu'ils ont leur première double liaison sur le carbone numéro 6. Cet acide gras, c'est l'acide linoléique, c'est celui que vous allez trouver en grande quantité dans l'huile de tournesol, dans l'huile de pépins de raisin, dans l'huile de maïs. Donc là, dans cette molécule, vous avez plusieurs doubles liaisons, puisqu'il y en a 2. Donc la molécule va être encore plus fragile, encore plus souple, et donc encore plus oxydable, puisqu'elle est plus fragile. Donc au fur et à mesure qu'on avance et qu'on met des doubles liaisons, effectivement, on a des acides gras de plus en plus fragiles, de plus en plus oxydables. Donc vous voyez où on va en venir, c'est-à-dire qu'après, en fonction des huiles qui les contiennent, on va pouvoir savoir si, attention, cette huile, elle est fragile. Attention, cette huile, on va la ranger au réfrigérateur. On va essayer d'éviter de la faire cuire, etc. Donc, vous voyez, de cette structure biochimique, on va pouvoir effectivement en déduire des caractéristiques pratiques. Cet acide linoléique, donc qu'on trouve dans l'huile de maïs et de tournesol, par exemple, il n'est pas fabricable par l'homme, on dit non synthétisable par l'homme. Et donc, il est essentiel pour notre santé. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument l'apporter par l'alimentation. Donc, si on n'apporte aucune huile, aucun produit animaux
etc. Donc on risque d'être carencé en oméga 6, ce qui n'est pas le cas habituellement de la population française. Et cet acide oméga 6, qu'on trouve donc dans les huiles, donc végétales, d'origine végétale, il est le précurseur de molécules essentielles pour notre santé, comme on le verra tout à l'heure. À partir de cet acide gras que vous trouvez dans l'huile, notre organisme il va fabriquer toute une famille. Là, il sait faire, mais il faut l'acide gras initial, et après, il va fabriquer toute une famille d'acides gras de plus en plus longs, avec de plus en plus de doubles liaisons. Là, sur la diapo actuelle, vous voyez un acide gras qui a 3 doubles liaisons. Donc, c'est un acide gras polyinsaturé. La première double liaison est sur le carbone 3, c'est un oméga 3. Et là, cette représentation de cet acide gras, c'est l'acide linolénique, et c'est l'acide gras prédominant de l'huile de colza, par exemple. Hein, quand on vous parle toujours des oméga 3, on vous parle toujours de colza. Et bien voilà, c'est un acide qui est... Enfin, l'huile de colza est riche, c'est pas le prédominant, hein, mais l'huile de colza est riche en oméga 3. Donc là, encore plus de double liaison, une molécule encore plus fragile, qui est plus souple encore au niveau de sa structure dans l'espace, qui est encore plus fragile, plus oxydable. Et donc, vous voyez pourquoi les huiles oméga 3, on va éviter de les faire cuire, malgré ce qu'on raconte, et on va les mettre au réfrigérateur. Cet acide gras oméga 3, donc d'origine végétale, puisque c'est linolénique, il est d'origine végétale, il n'est pas synthétisable par l'homme, donc ça veut dire qu'il faut absolument l'apporter par l'alimentation. Il est essentiel, irremplaçable, parce qu'en fait, il est le précurseur de molécules, lui aussi, essentielles pour notre santé. Le problème, c'est qu'il y a assez peu d'aliments qui sont riches en oméga 3, et donc la population française est vraiment carencée en oméga 3. À partir de cet oméga 3 végétal que vous allez apporter par exemple par l'huile de colza, notre organisme est capable de fabriquer toute une série d'oméga 3 avec de plus en plus de doubles liaisons et des chaînes de carbone de plus en plus longues. Voilà. Donc c'est le même principe que pour tout à l'heure pour les oméga 6. Plus un acide gras il va être insaturé, c'est-à-dire plus il va avoir de double liaison, c'est-à-dire plus il va être fragile, et plus il va être attaquable par des molécules oxydantes qu'on appelle des radicaux libres. Donc ça veut dire que ces radicaux libres, ils vont attaquer davantage les oméga 3 que les oméga 6, que les oméga 9, que les acides gras saturés. Voilà. Donc c'est par rapport à ce que je vous ai raconté, vous comprenez mieux pourquoi il y a une plus grande fragilité, par exemple, pour les oméga 3 et les oméga 6, que les oméga 9. C'est-à-dire, par exemple, que l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive sera moins fragile. Là, on va commencer à parler des huiles. On va arriver aux pratiques. Les huiles, elles sont intéressantes parce qu'en fait, elles apportent, vous êtes tous d'accord avec moi, de la saveur, hein, bien sûr, au plat, un petit côté brillant, et puis elles permettent la cuisson, elles permettent le démoulage, elles permettent la conservation des aliments. Hein. N'oubliez pas de vous en servir, hein. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous allez faire des petites carottes râpées ou n'importe quel autre légume râpé, bien sûr, le légume peut s'abîmer et s'oxyder, il va falloir vite lui mettre quelque chose. Alors, si on lui met du citron, c'est bien, c'est un antioxydant, mais on risque de ramollir la texture de l'aliment, alors que si on lui met de l'huile d'olive qui contient plein d'antioxydants, dont notamment des polyphénols, eh ben, on va conserver mieux notre aliment. Pareil, si vous faites, par exemple, des graines de lin ou des graines de sésame broyées, par exemple, que vous allez utiliser dans l'alimentation crue, bien sûr, dans les sauces, par exemple. Si vous en avez fait un petit peu de trop, c'est-à-dire que vous les avez broyées au moulin à café, puis vous en avez de trop, ben là, pareil, vous les mettez dans un petit peu d'huile d'olive et vous les rangez au frigo. Et là, du coup, vous allez limiter l'oxydation. Alors, les huiles, elles apportent aussi, bien sûr, de l'énergie, hein, c'est calorique, hein, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'elles apportent leur acide gras, dont vous avez vu, certains sont essentiels, c'est-à-dire qu'on ne sait pas fabriquer.
Elles apportent des vitamines qui sont solubles dans les graisses. Elles apportent surtout beaucoup d'antioxydants, surtout certaines, vous allez voir, surtout par exemple l'huile d'olive qui est très intéressante pour son apport en antioxydants. Alors habituellement, on va les classer un peu en fonction de ce qu'on a vu au niveau biochimie, c'est-à-dire qu'on va parler des huiles à tendance riche en acides gras saturés, les huiles riches en acides gras monoinsaturés, les huiles riches en oméga 6, les huiles riches en oméga 9, en oméga 3. Et donc, voilà un petit peu comment on les classe habituellement. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne contiennent pas les autres acides gras, comme on va voir tout à l'heure en détail. Alors, des huiles qui sont oméga 9, c'est-à-dire que c'est la chef de file, quoi, c'est l'huile d'olive, quoi, hein, voilà. Donc l'huile d'olive qui contient 60 à 90% à peu près, à 80% à peu près d'acide gras oméga 9. Donc, vous voyez que la noisette est pas loin, mais c'est pas une huile d'utilisation courante. La colza en contient pas mal, hein. Vous voyez, on dit la colza, c'est une huile riche en oméga 3, mais elle contient aussi des oméga 9, c'est tout son intérêt. Et puis après, vous avez des huiles un peu d'utilisation un peu moins courante, mais vous voyez qui en contiennent également. Alors, l'huile d'olive, bien sûr, elle est incontournable. Incontournable, c'est pas par hasard qu'elle est le pilier de l'alimentation méditerranéenne. C'est une huile qui est extraite à froid obligatoirement, donc c'est une huile qui va garder ses qualités. Et par contre, elle peut être bio ou pas bio. Donc, bien sûr, c'est beaucoup mieux de l'utiliser bio pour éviter tous les pesticides et tous les traitements chimiques qu'on va utiliser pour traiter les arbres, les oliviers. Et dans la composition, lorsqu'on étudie cette huile d'olive, on se rend compte que, bien sûr, 99% ce sont des triglycérides, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les trois acides. Vous avez vu que chaque triglycéride contient des acides gras, et vous voyez que l'acide oléique, c'est-à-dire l'oméga 9, va être l'acide gras prédominant. Et puis, vous allez avoir aussi un petit peu d'oméga 6, 3 à 20%. Et puis, vous allez avoir extrêmement peu d'oméga 3. Et donc là, vous voyez tout de suite la conséquence. Vous vous dites, oui, l'huile d'olive, c'est super, mais il va falloir compléter par une autre huile ou par d'autres aliments oméga 3 pour pouvoir apporter à l'organisme suffisamment d'oméga 3. Et puis, il y a un tout petit pourcentage d'acides gras saturés. Donc, vous voyez qu'une huile, c'est composé de plusieurs types d'acides gras. Et puis, vous avez 1% dans cette huile d'olive qu'on dit être des composés mineurs, mais pourtant qui ont un intérêt vraiment essentiel, parce qu'en fait, ce sont des antioxydants en grande partie, qui sont vraiment puissants et qui vont donner toute la valeur à notre huile d'olive. Et notamment, la richesse en antioxydants est en grande partie liée aux polyphénols. Les polyphénols on va bien sûr en profiter. Et quand vous avez l'huile d'olive, vous dites ah celle-là elle pique un petit peu, etc. Elle brûle la gorge, etc. Très souvent ça correspond à des huiles qui sont très riches en antioxydants par rapport aux huiles qui sont très douces. Les pigments aussi sont intéressants, hein. Vous avez de la chlorophylle, des carotènes. Et il faut savoir que la chlorophylle va être antioxydante dans le noir. Donc, c'est pas parce que l'huile d'olive est costaud et plus résistante que les autres huiles qu'il faut la laisser sur la paillasse, par exemple. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini d'utiliser, vous la rangez au placard. Alors, cette huile d'olive qui est très intéressante, est-ce qu'elle est aussi appréciée par notre microbiote? Alors, elle est intéressante parce que, vous avez vu, elle a des oméga 9, elle a des antioxydants. Ces antioxydants sont anti-inflammatoires et non seulement antioxydants, mais aussi anti-inflammatoires. Cette huile d'olive, elle a fait ses preuves, parce que dans toutes les études scientifiques, on voit qu'elle améliore la santé cardiovasculaire, le diabète, l'excès de poids, l'hypercholestérolémie, les maladies neurodégénératives, etc. On va la retrouver intéressante dans beaucoup, beaucoup de pathologies, même les maladies inflammatoires du côlon, par exemple. Et également, elle est bénéfique pour notre microbiote intestinal, c'est-à-dire qu'elle va améliorer la biodiversité du microbiote, ainsi que favoriser la croissance des bonnes bactéries bénéfiques pour notre santé.
et elle va nous protéger aussi des bactéries néfastes. Donc, c'est une huile intéressante pour nous. Après, vous avez donc les huiles oméga 6. Et donc, je vous avais dit que l'huile de tournesol, c'était celle qui était la plus utilisée en France. Donc, ça devrait changer, parce qu'effectivement, bien sûr, vous avez entendu comme moi qu'il va y avoir des problèmes d'approvisionnement. Et donc, dans un sens, c'est pas plus mal. Ça va peut-être faire prendre conscience aux gens qu'il va peut-être falloir changer un petit peu d'huile. Et donc, vous voyez qu'aussi, pépins de raisin, maïs contiennent aussi beaucoup d'oméga 6. Après, les autres huiles sont d'utilisation beaucoup moins courante. Et si je vous ai mis en rouge les huiles à droite, c'est que, en fait, chanvre, noix, argan en contiennent également. Mais ce sont des huiles qu'on va classer oméga 3 pour leur richesse en oméga 3, mais qui contiennent aussi des oméga 6. Et puis l'huile d'olive, bien sûr, qui contient aussi un petit pourcentage d'oméga 6. Et dans les huiles oméga 3, vous voyez que le choix va être déjà un petit peu plus limité. C'est-à-dire, vous avez la colza qui contient à peu près, pour retenir 10% d'oméga 3. Vous avez la cameline, que j'aime beaucoup, dont je vais vous parler, qui contient 3 fois plus d'oméga 3 et donc qui contient à environ 30%. Vous avez la noix qui est intéressante, qui contient 12,12, 13%, etc. d'oméga 3, en sachant que la noix, elle a un parfum très particulier, donc on ne va pas pouvoir l'utiliser partout et dans tous les plats. Après, vous avez des huiles beaucoup moins utilisées, comme l'huile de chanvre, l'huile de soja. Vous voyez que l'huile de lin contient plus de 50% d'oméga 3, donc c'est une huile extrêmement riche en oméga 3, mais tellement riche qu'elle en est extrêmement fragile et extrêmement oxydable. Donc c'est vrai que si on veut l'utiliser, elle est plus pratique à utiliser en huile combinée, c'est-à-dire avec d'autres huiles, et notamment, elle peut être protégée par l'huile d'olive. Donc c'est-à-dire qu'on peut très bien, dès qu'on ouvre le flacon d'huile de lin, la protéger avec un petit peu d'huile d'olive. Et vous voyez, l'huile d'olive contient pratiquement pas d'oméga 3, donc voilà, ne comptez pas sur elle pour les oméga 3, elle a d'autres intérêts. Alors pourquoi c'est important de bien équilibrer oméga 6, oméga 3? Parce qu'on s'est rendu compte, voilà, que quand on consommait trop d'oméga 6, ça allait favoriser l'inflammation, la formation de caillots, c'est ce qu'on appelle l'agrégation plaquettaire, la croissance de certaines tumeurs, les allergies, le risque d'asthme par des spasmes au niveau des bronches, une augmentation de la tension artérielle par des spasmes au niveau des vaisseaux. Et vous voyez qu'oméga 3, par contre, il favorise l'effet complètement inverse, c'est-à-dire un effet plutôt anti-inflammatoire, anti-agrégant plaquettaire, c'est-à-dire qu'il fluidifie le sang, anti-cancer probable, notamment pour le sein, anti-trouble du rythme, donc c'est intéressant au niveau cardiovasculaire, il va protéger de l'asthme, il va diminuer la tension artérielle, et puis encore d'autres fonctionnalités, il va protéger le cerveau, l'oméga 3, il va augmenter les fonctions d'apprentissage, la mémorisation, toutes les fonctions cognitives, etc. Antidépresseurs, voilà. Donc en fait, on se rend compte qu'ils ont vraiment des effets complètement un petit peu inverses. Alors si votre idée, c'est de dire: «Ah très bien, on arrête les oméga 6 et on prend que des oméga 3», d'abord, vous ne pourrez pas en pratique, c'est pas possible, puisque je vous ai dit que même les aliments qui étaient riches en oméga 3, ils contenaient des oméga 6. Et puis deuxièmement, on en a besoin. On en a besoin parce que, par exemple, imaginez que vous allez vous couper. Si vous vous coupez, il va falloir faire un petit caillot. Et puis, il va y avoir une petite réaction inflammatoire pour la cicatrisation. Donc, il faut des oméga 6. Donc, vous voyez que finalement, ce qu'il faut, c'est un équilibre entre les deux. Et toute notre santé, elle est basée que sur un ensemble d'équilibres. Un équilibre, donc, entre les oméga 6 et les oméga 3. Et quand cet équilibre est rompu, notre santé en pâtit. Un tout petit peu, encore un tout petit peu de biochimie, mais pas trop, pour vous faire comprendre ce tableau. À gauche, dans les petits rectangles jaunes, vous avez les oméga 6. Tout en haut, vous avez l'acide linoléique qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire qui était l'acide gras de l'huile de tournesol, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile de maïs. Je vous avais dit que cet acide gras, donc, on ne savait pas le fabriquer, donc il était obligatoirement apporté par l'alimentation, et que notre organisme était capable de le transformer en
d'autres acides gras, c'est les autres rectangles jaunes qui sont en dessous, vous voyez, grâce à l'action d'enzymes. Donc, ils vont devenir des acides gras de plus en plus longs, avec de plus en plus de double liaison, c'est-à-dire de plus en plus fragiles. Pour arriver à la fin, à ce que j'ai appelé AA, c'est-à-dire l'acide arachidonique, qu'on va amener directement quand on va consommer des produits animaux, comme par exemple de la viande, des abats, des œufs, par exemple, on apporte directement de l'acide arachidonique. Et encore plus, on verra pourquoi tout à l'heure, quand on consomme la filière traditionnelle, c'est-à-dire la filière conventionnelle non biologique, c'est-à-dire des variétés qui sont élevées plutôt en dehors des champs. Si vous regardez à droite, les petits rectangles roses, tout en haut, vous avez l'acide alpha-linolénique, c'est-à-dire c'est l'acide gras oméga 3 qu'on a vu tout à l'heure et qu'on avait trouvé dans l'huile de colza. Cet acide gras oméga 3 va subir pareil plusieurs transformations par des systèmes enzymatiques, les petites enzymes c'est les vertes, et donc les acides gras vont devenir de plus en plus longs avec de plus en plus de double liaison pour donner à la fin, au final, le PA, le DHA, qui sont les acides gras que vous allez trouver dans les poissons gras. C'est-à-dire que quand vous allez prendre des petits poissons gras, des petites sardines, des petits maquereaux, etc., vous apportez directement l'oméga 3 de fin de chaîne, c'est-à-dire le PA-DHA. Le problème, c'est que vous voyez bien que en fait, ce sont les mêmes enzymes qui vont assurer ces transformations. Et comme ce sont les mêmes enzymes qui assurent ces transformations, il va y avoir un mécanisme compétitif entre ces deux familles. C'est-à-dire, vous apportez trop d'acide gras oméga 6, c'est ce qui se passe actuellement dans la population française, automatiquement, la chaîne oméga 3 va être déficitaire. C'est-à-dire que tout va être fabriqué surtout pour favoriser les oméga 6 que vous amenez en grande quantité. En plus, vous voyez que quand vous apportez de l'huile de colza, avant de faire votre PA-DHA, il va falloir faire toute cette chaîne de réaction. C'est-à-dire qu'il faut être capable aussi de la faire. Et vous voyez que le taux de conversion, c'est-à-dire que quand vous apportez l'acide, le premier acide qui vient de l'huile de colza, et que vous regardez par exemple le PA, vous voyez qu'il n'y a plus que 5% de la quantité initiale apportée. Donc vous voyez que le taux de conversion, il est vraiment bas. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention à apporter aussi dans son alimentation de le PA-DHA, soit sous forme de poisson gras, soit sous forme d'algues si on est végétarien. On verra aussi les autres sources d'oméga 3 tout à l'heure. Le même tableau, juste pour vous montrer que vous voyez l'enzyme numéro 1 qui démarre cette chaîne de transformation pour apporter les... Attendez, non, c'est bon. Je croyais que j'avais oublié de vous dire quelque chose. Non, c'est bon. Donc, cette chaîne oméga 6 et oméga 3, vous voyez que donc toujours pareil, assurée par les réactions enzymatiques. La première enzyme qui fonctionne, cette première enzyme, elle a fait l'objet de beaucoup d'études dans la littérature et on s'est rendu compte qu'en fait, elle était déficiente dans plein de circonstances. C'est-à-dire, par exemple, toutes les maladies, le vieillissement, et puis les carences nutritionnelles et les erreurs alimentaires, donc les carences en fer, en zinc, etc. Et les erreurs nutritionnelles. Donc en fait, pour un oui, pour un non, donc elle ne va pas bien fonctionner. Et donc on ne va pas forcément arriver aux produits finaux qui ont un rôle essentiel parce qu'en fait, vous voyez que c'est à partir de ces produits finaux qu'on va fabriquer. Vous voyez les rectangles jaunes en bas de la diapo, j'ai pas de pointeur, désolé. Et donc les rectangles bas, vous voyez qu'en fait, à partir des oméga 6, on va fabriquer des molécules inflammatoires, coagulantes, etc. Alors qu'à partir des oméga 3, on va fabriquer, donc à partir de l'EPA-DH1, on va fabriquer des molécules qui jouent le rôle, qui sont anti-inflammatoires, fluidifiant le sang, etc. Donc en fait, c'est à partir des produits finaux qu'on va fabriquer ces molécules essentielles qu'on appelle des écosanoïdes. Voilà, ne retenez pas le nom. Et effectivement, plus on est vieux, moins on va fabriquer son EPA-DHA.
parce que bah, la delta-6 désaturase, c'est-à-dire l'enzyme numéro 1, elle va moins bien fonctionner. Et donc, plus on a intérêt à en apporter, effectivement, soit sous forme de poisson, soit sous forme d'algues, soit éventuellement sous forme de complément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la population française, le rapport entre oméga 6 et oméga 3, il est actuellement de 10 à 20, alors qu'avant, au moment des chasseurs-cueilleurs, il était de 1. Donc vous voyez que ce rapport, s'est beaucoup modifié, il a beaucoup augmenté, tout simplement parce que les gens ont augmenté leur consommation d'oméga 6. Tout simplement parce que l'alimentation est trop riche en oméga 6. Et actuellement, on considère qu'il faut un rapport entre les aliments oméga 6 et oméga 3 inférieur à 4 à peu près, quoi, pour avoir une meilleure santé. Alors bien sûr, elle dit c'est vache pour vous parce qu'effectivement, tous les animaux sont élevés avec des graines oméga 6 et donc effectivement, ils apportent beaucoup d'oméga 6. Et pourquoi les gens ont consommé beaucoup d'oméga 6? Parce qu'il y a une époque où les gens consommaient beaucoup de beurre et on leur a dit oh là là, le beurre c'est un acide gras saturé, il faut consommer de la margarine de tournesol. Donc là, la margarine de tournesol a été remplacée par des margarines de colza. Mais par contre, la consommation d'huile de tournesol est restée importante et les animaux continuent d'être alimentés avec des graines oméga 6, tournesol, maïs, sauf la filière bleu-blanc-cœur dont vous avez peut-être entendu parler, dans lequel on respecte un petit peu plus une alimentation qui ressemble plus à ce qui se passait avant. Et donc, on introduit des graines de lin et on les laisse en liberté. Donc les animaux qui sont élevés en agriculture bio, en général, il y a une charte beaucoup plus sévère et donc ils sont alimentés aussi, enfin ils vivent aussi plus ou moins dans les champs et donc ils auront un meilleur rapport oméga 6, oméga 3. Si on résume un tout petit peu, pour bien comprendre, on a donc des oméga 3 végétaux, d'origine végétale, c'est ce qu'on va trouver dans les huiles et dans les graines, par exemple les noix, hein, les graines de lin, les noix, etc. Et on a des oméga 3 d'origine animale, hein, le DHA, le PA, comme on a vu tout à l'heure, qu'on va apporter par les poissons et les algues. Les oméga 3, je vous ai dit que ça avait des effets très protecteurs, donc c'est extrêmement intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument modifier son alimentation et apporter suffisamment d'oméga 3 parce que ça va prévenir des maladies cardiovasculaires, des troubles de la mémoire, du comportement, l'apprentissage. Ça va corriger des dépressions, ça va éviter des prématurités, des risques d'éclampsie, la résistance à l'insuline, le diabète, les maladies inflammatoires, que ce soit polyarthrite, maladie de Crohn, ostéoporose, obésité, cancer, etc. Donc en fait, ça a un effet très très protecteur sur la santé, donc il faut vraiment le réintroduire dans l'alimentation. Et en plus, c'est peut-être pas par hasard hein, que ça soit si bénéfique pour ça, pour la santé, puisque c'est un effet très positif sur le microbiote. Et vous savez que notre santé est très liée à la qualité de notre microbiote. En plus, ces oméga 3 vont stimuler l'adhésion des probiotiques si vous en prenez, donc c'est encore plus intéressant. Et ils vont améliorer la construction du cerveau du bébé. Donc, si vous êtes enceinte, etc., vous avez intérêt à prendre bien sûr des oméga 3 parce que le cerveau du bébé, ça commence à se fabriquer déjà dans le ventre de la maman. Ces acides gras, ils sont importants aussi pour nos membranes cellulaires. Les membranes cellulaires, c'est la petite membrane qui entoure toutes nos cellules. À chaque fois qu'on a des cellules, et on en a énormément dans notre organisme, hein, parce qu'on est fait d'un assemblage de plein de cellules, et donc toutes les cellules sont entourées d'une membrane cellulaire, et cette membrane cellulaire, elle est essentiellement graisseuse, c'est-à-dire elle a des acides gras. Et donc, la qualité de ce que vous allez manger en acides gras va se refléter dans toutes vos membranes cellulaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir, si on étudie votre membrane cellulaire, ben, qu'est-ce que vous mangez comme gras. Donc, vous voyez l'importance du gras dans l'alimentation. Et si, par exemple, vous avez l'idée de consommer plus d'acides gras saturés, de cholestérol que par exemple, d'oméga 3, hein, par exemple, plus de charcuterie, plus de viande, plus de fromage, etc., et puis très peu d'huile, eh ben, vous allez avoir des membranes qui vont être rigides, comme du saucisson, quoi, vous voyez. Je disais toujours ça en consultation,
des membranes rigides. Et si les membranes sont rigides, bah, comment voulez-vous que les cellules communiquent entre elles et puissent fonctionner normalement? Donc ça veut dire qu'il faut suffisamment d'acides gras souples. Cette fois, on en a besoin, vous voyez, des oméga 3, mais des oméga 6, je vous ai dit qu'on en avait, mais il faut des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9 et un peu d'acides gras saturés. Mais voilà, il faut tout un ensemble, tout un équilibre pour avoir des membranes cellulaires qui soient très bien fonctionnelles. Alors en pratique, justement, bah, comment on va choisir nos huiles? Alors, est-ce qu'on va la choisir vierge ou raffinée? Alors, je vous conseille d'aller sur le site de Quintessence. Il a fait un joli petit tableau, voilà, que je me suis permis de recopier, sur les huiles vierges biologiques et les huiles raffinées. Et je vous assure que si vous consommez des huiles raffinées, demain, vous n'en consommerez plus. Parce que quand vous allez voir tous les traitements chimiques que les huiles raffinées subissent, franchement, vous pouvez comprendre que ce n'est pas intéressant pour notre santé. Donc, les huiles vierges biologiques, déjà, ça commence au départ, puisqu'on va utiliser des graines qui vont être cultivées de manière sans pesticides, sans produits chimiques, etc. Alors qu'une huile raffinée, on va utiliser des graines qui vont être plutôt, qui vont subir des cultures intensives avec des traitements chimiques. Donc déjà, dès le départ, vous voyez que le produit n'est pas le même. Après, bien sûr, on va nettoyer, filtrer, etc. Donc, on va faire un pressage avec des vis sans fin. Donc, c'est une pression mécanique à froid qu'on va utiliser pour les huiles biologiques vierges, première pression à froid. Et puis, pour les huiles raffinées, au contraire, on va chauffer, on va utiliser des solvants. Donc, je vous laisse, vous le lirez bien en détail, hein, vous aurez largement le temps. Et puis, après, vous avez une filtration, donc une filtration qui se fait sur des papiers bulvares pour les huiles vierges biologiques. Et pour les huiles raffinées, vous avez tout un ensemble de processus où vous allez utiliser de l'acide sulfurique, vous allez utiliser de la soude aussi. Bon, vous voyez, donc beaucoup de produits chimiques. Je vous laisse regarder tranquillement. Donc, en gros, la différence, c'est ça, c'est quand vous allez utiliser une huile vierge, de préférence bien sûr biologique pour ne pas avoir les pesticides, vous allez avoir plus de saveur, plus de vitamines, plus d'antioxydants. Quand vous allez utiliser une huile raffinée, bah, c'est sûr qu'elle va être de toute façon nettoyée, ils vont tout nettoyer après, ils vont enlever les pesticides, les mycotoxines, mais aussi ils vont enlever les pigments, les parfums, la vitamine E, etc., les antioxydants, les polyphénols. Donc du coup, finalement, vous avez une huile beaucoup moins intéressante. Donc bien sûr, c'est plus intéressant de prendre des huiles vierges, première pression à froid et d'origine biologique. Donc bio ou non bio, on vient d'en parler. Et donc, effectivement, il faut favoriser les petits agriculteurs locaux que vous avez autour de vous. En général, ils vous vendent des produits de qualité, pas chers, fraîchement cueillis, enfin vraiment, donc beaucoup plus intéressants que les produits qui sont en grande surface. Quelle huile choisir? Alors là, je vous ai mis un tableau intéressant que j'ai pris sur la nutrition.fr. C'est un site intéressant aussi où vous pouvez avoir des informations scientifiques intéressantes. Et donc, il y a un code couleur. Donc, je vous ai mis en dessous du code couleur, j'ai rajouté saturé, oméga 9, oméga 6, oméga 3 pour que vous puissiez bien voir. Et donc là, évidemment, si vous regardez, par exemple, vous regardez les saturés, bah, vous voyez que, par exemple, l'huile de coco, elle est extrêmement riche. Hein, l'huile de palmiste et l'huile de palme sont très riches en acides gras saturés. Donc, c'est vrai qu'avec un simple coup d'œil, vous pouvez vous rendre compte un petit peu des diverses compositions des huiles. Après, si vous regardez par exemple l'oméga 9, c'est-à-dire c'est le violet, bah, le violet, vous voyez que l'huile de colza, bah, finalement, vous voyez, elle en contient pas mal. Hein. L'huile d'olive aussi, bien sûr, mais vous voyez que l'huile de colza, elle est pas mal placée. Et puis après, quand vous voulez regarder les oméga 6, hein, c'est la jaune, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup d'huiles qui ont pas mal d'oméga 6. Et quand vous regardez les oméga 3, c'est rouge, et ben vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'huiles qui ont beaucoup d'oméga 3. Hein. Donc, voilà. Donc ce petit tableau, il est quand même intéressant pour faire un peu la synthèse. Après, là, c'est un peu plus en détail pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, pour ceux qui veulent avoir des notions un peu plus scientifiques. Donc c'est la même chose, mais avec des chiffres. Hein, des chiffres. Donc c'est un tableau que j'avais repris dans la littérature et que j'ai découpé en 3. Donc à chaque fois, il faudra peut-être remettre
enfin, le code couleur reste le même d'un tableau à l'autre, hein. Et donc, vous avez la différence, c'est que vous avez effectivement les proportions des divers acides gras au sein même de ces tableaux. Donc voilà, les tableaux, voilà, c'est la même chose, mais en tableau avec des notions scientifiques de valeur. Alors, je vous avais dit que j'allais vous parler de l'huile de cameline parce que je l'aime bien. Et je l'ai beaucoup utilisée quand j'ai fait mes consultations dans le sud parce qu'en fait, beaucoup de mes patients avaient produisait eux-mêmes leur huile d'olive. Et donc, il n'était pas question que je leur dise prenez davantage l'huile de colza que l'huile d'olive. Donc, je me suis mis à découvrir petit à petit cette huile de cameline que j'ai trouvée extraordinaire parce que du coup, je peux tout à fait leur conseiller de continuer leur bonne huile d'olive qu'ils produisent eux-mêmes ou que même vous pouvez acheter, bien sûr, et rajouter simplement 2 petites cuillères à café au dîner, par exemple, d'huile de cameline. Si vous prenez pas d'huile de repas, vous voulez pas mettre d'huile dans vos crudités, bah vous la prenez à la cuillère à café, c'est pas grave, voilà. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien les crudités sans huile parce qu'ils sentent mieux le goût des crudités. Pas de souci. À ce moment-là, vos 2 cuillères à café, vous les prenez comme ça, comme un petit complément, c'est très bien, c'est pas grave. Donc l'huile de cameline elle est intéressante parce qu'elle contient 3 fois plus d'oméga 3 que la colza. Elle est très riche en antioxydants. Elle est plus fragile que la colza puisqu'elle contient plus d'oméga 3, mais elle est moins fragile que le lin. Donc vous voyez, c'est un bel intermédiaire et c'est pour ça que je l'aime bien. Donc on va la trouver, là je vous ai mis 2 exemples de marques, mais bon voilà, on va la trouver par vous avez plusieurs marques hein, pour choisir. Et voilà une deuxième huile que j'aime bien et que j'utilise aussi pas mal, c'est l'huile Quintessence 50 ans plus. C'est un mélange de 6 huiles bio. Donc vous avez de l'huile de colza, vous avez de l'huile de tournesol oléique. Alors qu'est-ce que c'est que la tournesol oléique? Ben, c'est une variété de tournesol. Une variété de tournesol particulière qui est très riche en oméga 9 et donc qui est intéressante parce qu'elle est moins riche du coup en oméga 6. Donc elle a quand même, vous allez voir sur mes tableaux suivants, elle a quand même pas mal d'oméga 6. Donc ça veut dire qu'elle est intéressante en huile combinée. Parce que si on ne la combine pas, on va apporter trop d'oméga 6. Là, vous avez de l'huile de lin, mais vous voyez qu'elle est en huile combinée, donc elle est protégée. Il y a de l'huile d'olive, il y a de l'huile de bourrage pour la peau, il y a de l'huile marine extraite d'une microalgue pour apporter du DHA. Et donc, comme je vous avais montré que le DHA, ben, on en fabrique encore moins que le PA lorsqu'on consomme des huiles oméga 3. Donc, très riche en oméga 3, avec un rapport oméga 6 oméga 3 de 1,8. Donc, très intéressant. Voilà. Donc une bonne huile à utiliser au dîner, pas à d'autres moments de la journée. C'est vraiment au dîner qu'il faut l'utiliser pour que vous profitiez au mieux de ces acides gras et que vous les mettiez un petit peu en réserve pour qu'ils puissent vous servir après à faire justement ces molécules anti-inflammatoires. Alors voilà, je vous ai fait un petit tableau et je vous demande de regarder le rapport oméga 6, oméga 3. C'est la colonne jaune que j'ai surlignée là. Et je vous demande juste pendant 1 minute, je vous laisse regarder pour que vous regardiez les rapports oméga 6, oméga 3 des différentes huiles. Donc vous voyez que la colza, elle a un bon rapport oméga 6, oméga 3 de 2,3. Et vous voyez par contre que pépins de raisin 180,25. Vous voyez que tournesol 432. Enfin, vous voyez, c'est des chiffres qui sont tellement importants que c'est difficile après d'apporter suffisamment d'oméga 3 pour pouvoir compenser l'excès d'oméga 6. Donc ça veut dire que si on veut un bon équilibre, non seulement on apporte de l'oméga 3, mais on diminue aussi sa consommation d'oméga 6. Ouais, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de toujours trouver cet équilibre. La noix, elle est intéressante, mais vous voyez qu'elle contient quand même pas mal d'oméga 6, puisqu'elle a un rapport de 4,76. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Donc c'est bien de manger des noix, hein. Si vous êtes végétarien et que vous n'apportez pas beaucoup d'oméga 6 parce que vous ne mangez pas de viande, vous mangez pas de... Et si vous êtes en plus végétalien, vous n'avez pas d'œufs, pas, etc. À ce moment-là, effectivement, les noix sont une belle alternative parce que si vous n'amenez pas beaucoup d'oméga 6, vous pouvez effectivement apporter vos oméga 3 avec la noix, etc. Puis des algues, par exemple. Vous voyez que la tournesol oléique dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh ben, elle a quand même un rapport plus intéressant. Bon,
99, c'est pas terrible, hein, mais c'est quand même mieux que 432. Ça veut dire que du coup, elle s'appelle oléique parce qu'elle a gagné en oméga 9. Voilà, c'est une variété particulière qui est fabriquée en Europe, enfin qui est produite en Europe. Mais actuellement plutôt en Europe de l'Est, hein, bien sûr. Mais il y en a en France, il y en a autour de la Loire, etc. Donc je pense que c'est une culture qui va être augmentée, et notamment pour les huiles, pour utiliser dans les huiles combinées. Elle est intéressante dans les huiles combinées. Pourquoi elle est intéressante? Parce qu'en fait, elle est riche en vitamine E. Donc du coup, elle apporte un antioxydant supplémentaire dans les mélanges. Alors, dans les autres sources d'oméga 3, bien sûr, vous avez les légumes et les fruits, hein, c'est une source non négligeable en oméga 3, et notamment vous avez le pourpier, la mâche qui en sont pas mal riches, mais bon, rien à voir avec la quantité que vous allez trouver dans le gras, hein, dans les huiles, rien à voir. Dans les noix, les noisettes, ça c'est intéressant, le germe de blé, les germes de céréales aussi, vous en avez un peu. Et puis, dans les poissons gras, on en a parlé tout à l'heure, donc tous les petits poissons, il faut favoriser les petits poissons pour éviter les métaux toxiques. Et puis, vous avez pour ceux qui en mangent, hein, bien sûr, le gibier, le lapin, qui mangent qui mangent pas mal d'herbes et de petits animaux qui sont dans les herbes. Les œufs des poules qui sont élevés en liberté. Et puis, les algues. Hein, les algues sont une source non négligeable, même très intéressante d'oméga 3 longue chaîne, c'est-à-dire oméga 3 marine, quoi, comme les poissons, quoi. Intéressante. Alors, quelle dose? Les doses conseillées, c'est 3 cuillères à soupe, par exemple, d'un mélange d'huile d'olive colza ou d'huile combinée. À peu près, si vous faites olive et colza, vous faites une et demie de chaque à peu près. Et pour les fritures, on va utiliser plutôt l'olive et on va voir tout à l'heure pourquoi. Les Français consomment que 50% de la dose recommandée en oméga 3, donc c'est pour vous dire qu'il y a encore du travail. Et si, voilà, je vous ai mis un petit tableau pour les équivalences entre la dose conseillée apportée d'oméga 3 et par exemple les graines, la noix, bon, vous avez la colza, vous avez la noix, vous avez la soja. Alors la soja, c'est pas une huile qui est très consommée chez nous, et c'est pas plus mal parce qu'en fait, elle est moins intéressante au niveau de ses oméga 3. Disons qu'elle n'a pas les oméga 3 placés au même endroit que l'huile de colza, et donc ils sont beaucoup moins absorbables. Donc elle a une certaine richesse en oméga 3, mais moins disponible pour nous parce qu'on va moins les absorber. Donc c'est une huile moins intéressante pour nous. Voilà. Puis après, vous pouvez utiliser les graines de lin. Donc, quand vous utilisez les graines de lin, bien sûr, il faut les broyer parce que sinon, il y a la coque qui est tellement dure que vous ne pourrez pas avoir les oméga 3. Hein. Ça fera un effet mucilage. Et puis, vous avez les graines de chanvre et puis aussi les graines de chia que vous pouvez utiliser. Alors, comment on va conserver justement nos huiles pour limiter l'oxydation? Alors, on va les consommer à l'abri de la chaleur et à l'abri de la lumière pour toutes les huiles, surtout celles qui sont polyinsaturées, mais les autres aussi, parce que des huiles, même comme l'huile d'olive, eh ben, elle va pouvoir s'oxyder. Donc, la date limite d'utilisation optimale d'une huile, c'est 12 mois à température ambiante avant ouverture. Avant ouverture, hein. Bien sûr, je vous conseille d'utiliser un petit conditionnement si vous êtes toute seule ou tout seul, c'est-à-dire qu'il faut l'adapter à vos besoins pour pas que l'huile traîne trop longtemps. On va ranger les huiles au frigo, toutes les huiles polyinsaturées. Et si vous vous trompez, ben c'est pas compliqué. Toute huile qui va figer au réfrigérateur, elle aura sa place dans le placard. C'est ce qui se passe pour l'huile d'olive. Si une huile ne fige pas au réfrigérateur, c'est qu'elle a sa place dans le réfrigérateur. C'est comme ça que vous pouvez retenir. On peut utiliser des antioxydants pour protéger l'huile de l'oxydation, comme par exemple le romarin, le citron, l'huile essentielle de citron éventuellement, ou aussi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de l'huile d'olive pour, par exemple, le combiner avec d'autres huiles qui sont plus oxydables. Alors, l'oxydation, ça amène au rancissement. Vous avez déjà mangé des noix qui sont riches en oméga 3 et vous les avez achetées ouvertes, sans leur coque,
et donc elles vont s'oxyder plus vite. Et au bout d'un moment, si vous ne les consommez pas assez vite, vous avez remarqué qu'elles ont un petit goût ranci qui n'est pas du tout agréable. Et du coup, ce n'est pas du tout intéressant, même pour notre santé, parce que cette dégradation va correspondre à une dégradation des acides gras et aussi des vitamines. Et donc, du coup, ça sera beaucoup moins bénéfique. Et si c'est incorporé à un plat, ça va dégrader aussi les acides aminés, les protéines du plat. Donc, ce n'est pas intéressant du tout d'utiliser des huiles qui vont être oxydées. Donc, plus, ça vous avez bien compris, plus vous avez des doubles liaisons, plus l'acide gras est insaturé, plus il va être oxydable. Donc, si vous prenez par exemple l'huile de tournesol, qui va contenir 88% d'acide gras insaturé, dont 65% d'acide gras polyinsaturé, bien sûr, elle va être plus oxydable que l'huile de colza, qui contient 92% d'acide gras insaturé, dont simplement 30% de polyinsaturé. Donc, beaucoup moins d'acide gras, plus fragile. Donc, voilà. Donc, c'est tout simple, hein. Alors, l'huile d'olive, elle va être moins oxydable, puisque je vous avais dit que elle était riche en oméga 9, qui était monoinsaturé. Donc, elle est moins oxydable. Et l'oxydation va être ralentie parce que c'est une huile très riche en antioxydants. Donc, c'est intéressant. Par contre, l'oxydation, elle peut être plus importante s'il y a eu un problème lors de l'élaboration de l'huile, c'est-à-dire qu'on a pris des olives plus matures, qu'on a fait des chocs thermiques, que le stockage était inadapté, etc. Voilà. Mais c'est une huile qui est quand même beaucoup moins oxydable. Donc, les oméga 3, toutes les huiles qui vont être riches en oméga 3, et plus elles auront des oméga 3, plus elles vont être oxydables. Donc, si vous voulez limiter cette oxydation, c'est pour ça qu'il faut utiliser des petits conditionnements pour pas les garder trop longtemps. Mais il faut aussi, à côté de ça, consommer suffisamment d'antioxydants alimentaires pour éviter que ces oméga 3 soient oxydés dans votre organisme. Donc, il faut pour ça consommer beaucoup d'antioxydants, notamment de fruits, de légumes, d'épices, d'herbes aromatiques, etc., pour justement protéger ces oméga 3 que vous allez absorber. Pour ceux qui prennent des compléments d'oméga 3, il faut toujours prendre des antioxydants, toujours avec des fenêtres, hein, bien sûr, on fait toujours des petites coupures, mais on prend toujours des antioxydants pour protéger les oméga 3 d'une oxydation. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'organisme, ce qu'on appelle stress oxydatif, c'est quand dans l'organisme, il y a trop de molécules oxydantes, et trop de molécules oxydantes par rapport aux molécules antioxydantes. Et l'excès de ces molécules oxydantes, c'est dans beaucoup de situations. C'est par exemple les gens qui fument, qui boivent de l'alcool, qui font des cuissons intenses, qui consomment involontairement, bien sûr, des métaux lourds, qui consomment trop de fer ou qui ont trop de fer dans l'organisme, qui sont en contact avec beaucoup de polluants. Dans toutes les maladies et même dans le vieillissement, on a un excès de radicaux libres, donc de molécules oxydantes, donc on est en stress oxydant. Donc vous voyez, il y a beaucoup de circonstances où les gens sont en stress oxydatif. Donc quand on consomme des oméga 3, il va falloir faire attention à consommer suffisamment d'antioxydants alimentaires pour pouvoir protéger ces oméga 3 une fois qu'on va les absorber. Alors, par exemple, les polyphénols font partie des antioxydants qui sont puissants. Donc, vous avez l'huile d'olive, bien sûr, dont on a largement parlé, mais vous avez aussi les fruits, dont surtout les fruits rouges, les agrumes, et puis dans les légumes, vous avez bien sûr toute la famille des choux, les crucifères, enfin maintenant on les appelle les brassicacées, et puis les artichauts, les herbes aromatiques, les épices, le thé, le chocolat noir. Attention, plus de 70% ou moins 80% du cacao pour avoir un effet bénéfique, et pas des chocolats au lait ni aux noisettes. Ces polyphénols, non seulement ils sont intéressants pour nous, pour par exemple protéger les oméga 3 qu'on va apporter, mais ils vont avoir un effet hyper protecteur aussi pour notre microbiote. Ils vont favoriser la croissance des bonnes bactéries intestinales. Et ils vont avoir en plus une action antimicrobienne pour nous défendre des bactéries néfastes. Donc vous voyez que
C'est tout un ensemble, hein, donc il ne suffit pas d'apporter que les bons acides gras, notamment les oméga 3. Il faut apporter à côté suffisamment d'antioxydants. Quelle huile pour la cuisson? Il faut savoir que les huiles, elles peuvent fumer et que la température, ce qu'on appelle le point de fumée, c'est la température à partir de laquelle l'huile va fumer en continu. Et là, ça va abîmer les acides gras, ça va les décomposer et ça va ça va favoriser la formation de produits toxiques qu'on appelle les amines hétérocycliques aromatiques qui sont cancérigènes. Donc ne pas faire fumer une huile. Baissez votre feu. On fait de la cuisson douce. Vous voyez que le point de fumée de l'huile d'olive, il est à 210. Et la friture qu'on fait habituellement, c'est plutôt autour de 180. Donc voilà, faites des fritures à feu pas trop fort. Vous voyez que l'arachide, elle est à peu près au même, vous voyez, 210 degrés, comme l'huile d'olive. Le tournesol un peu moins, et les autres aussi beaucoup moins que l'huile d'olive. Après, bien sûr, l'arachide est beaucoup moins intéressante parce que c'est une huile qui est très riche en acides gras saturés. Donc, en conclusion pour les huiles et la cuisson, la plus résistante, c'est l'huile d'olive. On ne va pas la faire fumer. On évite de faire des fritures successives. Et surtout, on n'oublie pas de consommer cru ce qu'on peut consommer cru. En conclusion, l'huile d'olive de qualité, vous avez vu qu'elle est très intéressante pour notre santé. Parce que non seulement elle est savoureuse, mais en plus elle est très riche en oméga 9 et en antioxydants, qui jouent un rôle extrêmement important pour notre santé et celle de notre microbiote, puisque les deux vont de pair. Que bien sûr, on va y adjoindre des oméga 3, sous forme d'huile, de graines, de poissons gras, d'algues, on peut varier bien sûr, toujours accompagnés d'antioxydants alimentaires. Et pour bien équilibrer, bien sûr, toutes les graisses, on va diminuer les graisses saturées animales, parce que les Français consomment trop de viande, trop de fromage, trop de charcuterie, trop de beurre. On va diminuer les oméga 6 pour pouvoir mieux augmenter nos oméga 3. Et les oméga 6, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est tous les animaux qui vont consommer des oméga 6. Tout ça pour essayer de récupérer un meilleur rapport entre nos oméga 6 et nos oméga 3. C'est peut-être pas un hasard si tous ces ingrédients santé que je vous ai cités sont bénéfiques aussi pour notre microbiote. Vous savez que notre microbiote, on est habité par différents microbiotes qui nous habitent dans tout notre organisme. Mais le microbiote le plus abondant, bien sûr, c'est celui de l'intestin. Et il va jouer un rôle fabuleux pour notre santé, mais il a besoin qu'on lui apporte les bons ingrédients. Et lui, il va se régaler avec les oméga 3, les antioxydants, les fibres, les fruits, les légumes. Donc en fait, tout ce qu'on a dit de bénéfique pour nous est bénéfique pour notre microbiote. Donc j'espère que je vous ai convaincu que simplement en modifiant vos huiles, vous pouvez améliorer votre santé, bien sûr toujours en augmentant votre consommation de légumes et de fruits. On n'en mange jamais assez de légumes. Quand je vous avais fait une conférence sur les fibres, je vous avais montré que plus on augmentait la consommation de fibres et plus on améliorait notre microbiote et notre santé. Il faut boire de l'eau, même si c'est de l'eau parfumée avec des herbes aromatiques, pourquoi pas, mais au moins de l'eau. Il faut pratiquer de l'activité physique. Et là, quand on fait ça, vraiment, on améliore notre santé. Et bien sûr, les huiles, il faut les consommer surtout crues pour bénéficier de la qualité des acides gras. Et bien conserver nos huiles, bien sûr. Voilà, donc pour vous aider à vous informer, j'ai mes livres et j'ai un site qui s'appelle Il va bien. Pour ceux qui connaissaient le site que j'avais antérieurement, il va être transféré bientôt sur le site ivabien.fr, mais en tapant Il va bien, vous tomberez dessus. Mon dernier livre qui vient de sortir, c'est Je rééquilibre mon microbiote, qui est un tout petit livre, qui vient de sortir il y a 2 mois à peu près. Et donc, qui est un tout petit livre, très facile à lire. Voilà, peut-être un peu légèrement, beaucoup moins scientifique que Maigrir de plaisir en charmant ses bactéries.
Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre écoute et puis je vais regarder vos petites questions. J'espère que vous avez été intéressés et que surtout j'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible pour tous ceux qui ne sont pas des thérapeutes, puisque ce soir, nous avons la chance aussi d'avoir pas mal de nos collègues thérapeutes qui nous ont rejoints pour cette conférence. Donc, donc j'espère que notre petit public a bien apprécié cette conférence. Je regarde. Ah, ben c'est gentil, tous vos petits commentaires. Voilà, ben vous avez appris plein de choses. Ah oui, alors pour les thérapeutes, c'est pas mal parce que de le voir de manière expliquée très simplement, ça peut effectivement faire préciser des choses qui sont intéressantes, puis ça fait des rappels, etc. Bon, ben, je suis contente que c'est plu à tout le monde. Alors bien sûr, hein, vous allez avoir l'accès au webinaire pour le re-regarder, pour bien tout comprendre. Voilà, bah, écoutez, c'est très bien. Alors, l'huile d'olive. Alors, écoutez, moi, je suis restée très classique hein, pour l'huile d'olive. Et franchement, moi, par exemple, pour moi, je ne consomme que de l'huile d'olive en bouteille de verre, ambrée, bio, etc. Voilà. Quand je pars et je m'absente plusieurs jours, bien sûr, je la mets au réfrigérateur. Alors, elle va figer, mais quand je rentre, je l'enlève parce qu'effectivement, je la protège comme ça. Mais on en consomme pas mal, donc du coup, elle n'a pas trop le temps de s'abîmer. Euh, Quelle est la posologie pour les oméga 3 par jour? En général, c'est 2 grammes par jour à peu près. C'est-à-dire, bon. Après, si vous consommez aussi des oméga 3 dans l'alimentation, en général, une à deux capsules, c'est bien. Alors, si on a des problèmes quand on consomme trop d'huile, il faut surtout privilégier des huiles riches en oméga 3, comme par exemple l'huile de cameline, associée à un petit peu d'huile d'olive. Voilà, c'est pas mal. Et puis surtout, bah, quand on a un intestin irritable, il faut corriger l'intestin irritable parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir des problèmes. Donc, et il faut corriger l'intestin irritable pour pouvoir mieux consommer notamment des légumes, des fruits, des huiles, etc. Facile à digérer cette conférence, super, c'est mignon. Euh, Quand c'est indiqué première pression à froid, oui, c'est une première pression à froid en général, oui. Enfin, je pense, pour moi, oui, pour moi, je pense. Voilà. Donc, j'espère que vous consommez tous des huiles bio parce que vraiment, c'est hyper intéressant, hein, les huiles bio, parce que du coup, vous altérez pas la qualité des acides gras. Et puis, alors, les huiles d'olive, elles sont toutes d'expression mécanique, hein, donc elles sont toutes extraites à froid. Mais par contre, si vous la prenez pas bio, bah, vous aurez des pesticides, vous aurez des produits chimiques, etc. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser les huiles bio. C'est vraiment important. Surtout que moi, j'ai toujours conseillé à mes patients, ceux qui n'avaient pas beaucoup de sous, bah, d'utiliser la colza bio. Et la colza bio est pas chère du tout. Alors après, bien sûr, quand on rentre dans des huiles plus sophistiquées, comme comme la quintessence 50 en plus, la cameline, etc., bon, déjà, on monte sur des coûts plus importants. Mais la colza bio, elle est pas chère du tout, donc c'est facile à utiliser, facile à conseiller pour les patients, quoi. Alors, les oméga 3 sont fluidifiants. Quels conseils on peut donner pour les personnes sous anticoagulants? Bah, c'est surtout que effectivement, moi, en conseil nutritionnel, on garde les mêmes doses, hein. Tout ce qu'on a dit, c'est valable. C'est-à-dire qu'on consomme tout ce que j'ai dit, c'est valable pour tout le monde, même si on est sous anticoagulant. Après, la différence, c'est qu'on va éviter de leur donner des compléments. Vous voyez, c'est ça la différence. Mais sinon, au niveau nutritionnel, il n'y a pas de problème, hein. C'est comme l'histoire du curcuma qui est fluidifiant. Le curcuma, voilà, on peut en mettre un petit peu dans l'alimentation, il n'y a pas de souci, même si vous êtes sous anticoagulant. Par contre, les compléments, il faudra faire, voilà, c'est une précaution d'emploi, il faut mieux éviter. Surtout s'ils vont avoir
Et puis, il faut éviter quand il va y avoir une intervention, etc. Voilà, les compléments. Mais l'alimentation, non, il n'y a pas de problème. Donc, c'est bien de garder en continu sa consommation d'oméga 3 alimentaire. Il n'y a pas de problème. Moi, j'utilise pas les oméga 3 chez les personnes qui sont sous anticoagulants. Voilà, j'ai toujours fait comme ça. Donc, je corrige l'alimentation et j'ai trop peur de leur créer une hémorragie. Bon, je pense qu'il y a peu de risques, surtout à petite dose, mais bon, voilà. Moi, j'ai toujours fait très attention à cette risque d'interaction. Bon, bah écoutez, je vois que je n'ai plus de questions. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Est-ce que vous consommiez tous déjà des oméga 3? Peut-être que vous pouvez me dire ça avant qu'on se quitte. Est-ce que vous consommiez tous des huiles oméga 3? Oh, mais j'ai un auditoire informé. Oui, oh oui, oui. Bon, bah du coup, ça vous a rassuré. Vous avez vu qu'effectivement, ah bah c'est bien. Ah, il y en a quand même trop peu, hein. Donc du coup, ils vont changer, hein. Peu. Ah, bah c'est bien. Ah, voilà. Donc, vous voyez, il y a des gens quand même dans l'auditoire qui n'en consommaient pas ou pas beaucoup. Et donc, ben voilà, c'est intéressant pour vous. Et les autres, ben, j'espère que voilà, vous allez encore peaufiner votre alimentation pour qu'elle soit encore plus intéressante pour notre santé et celle de notre microbiote, puisque tout va de pair en même temps. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis bah, à la prochaine conférence. Bye bye à tous. Voilà, c'est bien plein de bonnes résolutions. Super. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Voilà, bah, bonne soirée à tous.